Et c'est parti pour votre feuilleton, l'histoire des Juifs de France avec Christophe Dard. Et pour ce nouvel épisode, nous vous proposons la seconde partie de notre récit consacré aux rafles méconnues de la Seconde Guerre mondiale, perpétrées en 1942 et 1943. Après celle de Paris, de Lyon, de Clermont-Ferrand, nous allons à présent évoquer celles de Périgueux et de Limoges, qui aujourd'hui encore sont très peu connues malgré l'apport précieux des archives départementales. Christophe, nous allons d'abord évoquer les rafles de Périgueux et pour commencer, on va parler du contexte de la Dordogne. Depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, le département situé en zone sud, dite libre, a été choisi comme lieu de repli pour de nombreux réfugiés venus d'Alsace et notamment des Juifs de la région. Et oui, c'est justement quand on prépare ces dossiers, effectivement, que l'on voit des choses qu'on ne penserait pas, que l'on découvre véritablement, puisqu'effectivement, je ne sais pas vous, mais moi j'ignorais qu'à la veille de la déclaration de guerre, donc en septembre 1939, l'état-major français avait ordonné à l'époque d'évacuer les populations situées entre le Rhin et la ligne Maginot vers des départements désignés. C'est ainsi que 520 000 personnes sont concernées et chacun qui peut emporter 30 kilos de bagages à main et 4 jours de vivres. Les 193 000 habitants de Strasbourg et de 19 communes du sud de la ville doivent en fait se replier alors en Dordogne, et c'est bien le terme replier qui convient d'utiliser, c'est le terme officiel, déménageant ainsi les administrations, les hôpitaux et les écoles notamment. Et dans cet exode, 10 000 juifs, soit la plus forte communauté, on le sait, en Alsace, après celle de Paris, partent dans ce département rural qui n'en compte alors qu'une centaine, et la moitié sont des juifs étrangers. Il recrée les institutions cultuelles, sociales et charitables qui existaient à Strasbourg avant-guerre et qui étaient très actives pour permettre l'accueil des nouveaux arrivants qui n'ont rien, d'autant que les conditions sur place ne sont pas faciles. De nombreux villages ne possèdent pas encore l'eau courante, tous les hameaux ne sont pas desservis en électricité et l'hiver est rude. Oui, effectivement, et l'œuvre sociale israélite ainsi va être créée et disposée d'ailleurs de bureaux dans de nombreux départements de cette zone non occupée, et donc bien sûr en Dordogne notamment. Son action est alors aussi importante que les grandes organisations juives nationales qui existent alors depuis plusieurs années. On peut bien sûr penser à l'œuvre de secours aux enfants ou encore les éclaireurs israélites de France, dont d'ailleurs on consacrera un numéro à part parce qu'il faudra quand même rappeler leur importance pendant la guerre, de même d'ailleurs que les groupes de combat. Ces œuvres sociales organisent aussi justement des actions clandestines, mais vous le savez, il y a l'Union générale des Israélites de France qui va être créée par le régime de Vichy fin 41, et conséquence, l'œuvre sociale israélite va être dissoute rapidement et intégrée dans ces rassemblements, on va dire, créés par le régime de Vichy. Et comme en zone occupée, et comme on l'a vu dans les rafles précédentes, le recensement des Juifs ordonné par Vichy permet aux autorités de disposer de toutes les informations nécessaires pour procéder à des vagues d'arrestations, notamment concernant les Juifs étrangers. Et en janvier 1942, les étrangers de race juive sont recensés et classés en catégories qui déterminent leur affectation. Les inaptes vont dans un centre spécial, les plus riches dans des centres spéciaux. Ceux en âge et en mesure de travailler, eux, sont incorporés dans les GTE, ce sont les groupes de travailleurs étrangers. Alors on les trouve dans quasiment tous les départements justement de la zone sud, et je ne dis pas évidemment zone libre, des départements proches, le Cantal, la Corrèze, il y a Dordogne donc, et on peut dire en fait que ces GTE, ces groupes de travailleurs étrangers, vont être des antichambres de la déportation, comme la suite des événements va le montrer. À cette époque, d'ailleurs, il faut signaler qu'à l'instar de l'évêque de Périgueux, par exemple, les autorités catholiques de Dordogne, notamment, critiquent la législation antisémite de Vichy. Le 5 août 1942, une circulaire préfectorale précise que les Juifs étrangers arrivés depuis 1936 seront transportés en zone occupée avant le 15 septembre. La circulaire exclut quelques catégories de Juifs, dont les vieillards de plus de 60 ans, les enfants de moins de 18 ans non accompagnés et les femmes enceintes. Le 26 août 1942, une première rafle massive se déroule à Périgueux. 242 personnes, tous des Juifs étrangers, sont interpellés par la police et la gendarmerie, 172 envoyés à Drancy puis au camp d'Auschwitz. En fait, comme souvent, il était demandé d'arrêter plus de personnes, soit 329 au total. Vous savez, il y avait des quotas qui étaient imposés, et puis il y aura finalement quelques semaines plus tard, et c'est loin d'être la première, ni la seconde, une nouvelle rafle octobre 42 en Dordogne occupée, parce que oui, une partie du département était en zone occupée, puis une troisième, cette fois en Dordogne non occupée, quelques temps plus tard, et là qui concerne 110 Juifs étrangers. Ces rafles auraient pu tomber dans l'oubli comme d'autres, mais un homme, présent sur place au moment des faits et témoin de l'arrestation d'une dizaine de familles juives, va contribuer par son investissement à faire en sorte que le temps n'efface pas les exactions. Il s'agit de Isaac Schneerson. Eh oui, il est né dans l'Empire russe, cet homme en 1879, descendant de 7 générations de rabbins dans la lignée ouverte à la fin du XVIIIe siècle par Schneur Zalman de Ladi, qui n'est autre que le fondateur du mouvement Chabad. Il est nommé rabbin à l'âge de
16 ans d'ailleurs, notre Itzhak Schneerson, et il joue un rôle important dans la communauté juive de Russie avant d'émigrer en France. Vous savez, après la révolution russe, il arrive en 1920 et il acquiert la nationalité française. Alors de sa profession d'industriel, il a beaucoup de moyens. Eh bien, Itzhak Schneerson va tenir un salon chez lui où se rencontrent des amis russes qui ont émigré en France, évidemment, comme lui récemment, et puis aussi des hommes politiques et des figures du sionisme comme Chaim Weizmann ou encore Vladimir Jabotinsky. En raison des lois d'arianisation, Itzhak Schneerson ne peut plus travailler et après avoir quitté Paris pour Bordeaux, il s'installe avec sa famille en Dordogne, en zone sud, en 1940. Et c'est donc là qu'il est au courant des rafles de Périgueux. En parallèle, il entre à l'Union générale des Israélites de France et à ce titre, il a une carte qui lui permet en fait de se déplacer à travers la zone sud. Et qui lui permet donc de voir bien sûr les exactions commises et la politique de déportation mise en place. Il est réfugié d'ailleurs ensuite à Grenoble et c'est là qu'il va concevoir dans la clandestinité le projet, très important encore aujourd'hui bien sûr, d'un centre de documentation juive. L'objectif en fait c'est d'amasser des preuves, des archives, de constituer des dossiers qui peuvent être bien sûr accessibles, en fait de préparer le travail des historiens, en clair avoir des preuves de la condition des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ne pas les oublier quand le conflit sera terminé et bien sûr des preuves pour juger quand on les retrouvera les criminels nazis. Schneerson s'entoure d'une petite équipe, une quarantaine de militants, des responsables de la communauté juive et les travaux du comité qui avancent mais qui sont, vous le savez, bien sûr interrompus par l'invasion allemande de la zone italienne en septembre 1943, puisque je vous rappelle, il est à Grenoble. Et c'est donc à Paris, quelques mois plus tard, à la Libération, septembre 1944, que le Centre de documentation juive contemporaine est officiellement fondé. Et c'est bien sûr l'une des composantes essentielles du mémorial de la Shoah et de la mémoire de cette période. Schneerson, d'ailleurs, sera aussi le fondateur, également à la Libération, c'est donc vraiment un homme important, de la revue Le Monde Juif et aussi à l'origine de la création plus tard dans les années 50 du mémorial du martyr juif inconnu. Et ce n'est pas que la Dordogne et Périgueux en particulier qui sont visés par les persécutions vichistes, mais c'est bien toute la région, à Limoges et dans le Limousin, où l'on ne dénombre qu'une dizaine de familles juives lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1930. Des juifs venus d'Alsace s'y sont installés. Eh oui, le 27 août 1942, donc vous voyez, on est vraiment juste le lendemain de la rafle de Périgueux, c'est à Limoges. Donc une rafle est commise. 450 juifs étrangers venus en France après 1936, dont 68 enfants sont arrêtés par la police et la gendarmerie française sur ordre du gouvernement de Vichy. Ils sont internés dans un camp de la Haute-Vienne, sur la cinquantaine d'ailleurs de camps de regroupement, de surveillance, d'internement et de travail créés par l'administration française en Limousin. Puis ils sont transférés à Drancy, déportés vers les camps d'extermination. Et le bilan aurait pu être finalement beaucoup plus lourd sans les efforts du grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin avant-guerre, Abraham Deutsch, qui est installé comme d'autres juifs alsaciens à Limoges à partir de 1939 et qui a organisé sur place de manière très active la communauté juive à travers de nombreuses initiatives culturelles et charitables. Ainsi, grâce à lui, on a évité encore plus d'arrestations lors de cette rafle, bien que le bilan soit bien sûr terrible. Merci beaucoup Christophe pour ce numéro de l'histoire des Juifs de France, donc sur les rafles de Périgueux et Limoges qui font partie de ces rafles méconnues malheureusement que nous avons tenté d'expliquer ce matin, que nous avons abordé, et nous verrons au prochain épisode que ces villes seront encore le théâtre malheureusement de persécutions, d'arrestations et de déportations. L'histoire des Juifs de France à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et puis en vidéo bien sûr sur notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité sur Radio J.